votre deuxième cours de parodontologie pour cette année. Donc, cette année, vous n'allez faire que les techniques chirurgicales, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la chirurgie parodontale. Donc, la dernière fois, vous avez fait le plan de... pardon, vous m'entendez? Très bien, Oui, ça. on vous entend. Ah, très bien. Alors, pour le deuxième cours, c'est la chirurgie parodontale. Donc, la dernière fois, vous avez fait l'organisation du plan de traitement, quelque chose comme ça. Donc, c'était sur le plan de traitement en parodontologie en général. Donc, c'est un cours que vous avez déjà fait l'année passée. Aujourd'hui, nous allons faire la chirurgie parodontale. Alors, l'objectif de ce cours, c'est de savoir euh, poser l'indication de la chirurgie parodontale. Quand est-ce que vous allez poser l'indication d'un traitement chirurgical au cours de votre plan de traitement, c'est-à-dire la place de la chirurgie parodontale dans votre plan de traitement, et aussi savoir les différentes classifications, c'est-à-dire savoir choisir la technique appropriée à votre cas, au cas de votre patient, donc quelle technique choisir. Donc, ce sont les principaux objectifs du cours d'aujourd'hui. Alors, le plan qu'on va adopter pour ce cours est le suivant. D'abord, on va voir la place de la chirurgie parodontale dans le plan de traitement de la maladie parodontale. Nous allons voir après ses buts ou bien ses objectifs, les objectifs de la chirurgie parodontale. Nous passons tout de suite aux différentes indications et aux différentes contre-indications. Et nous terminerons par la classification et enfin l'instrumentation qui est utilisée dans ces techniques chirurgicales. Alors, donc on entend par le terme chirurgie parodontale toute intervention chirurgicale sur tissus mous parodontaux ou bien de l'os alvéolaire. C'est-à-dire que au cours de la chirurgie parodontale, on intervient soit sur les tissus mous parodontaux ou bien sur l'os alvéolaire, les tissus durs. Donc, elle ne peut être considérée comme un complément de la thérapeutique initiale, c'est-à-dire la chirurgie parodontale ne constitue pas à elle seule un traitement pour un type de maladie parodontale, mais elle est doit être toujours précédée par une thérapeutique initiale. Que vous savez ce qu'il y a dans la thérapeutique initiale, la motivation du patient, les instructions à l'hygiène bucco-dentaire, les détartrages et les surfaçages radiculaires, la thérapeutique de base, tout ce qui est soins, tout ce qui est dents extraites, tout ce qui est prothèses provisoires, contention, etc. C'est ce qu'on appelle la thérapeutique initiale ou bien étiologique, qui vise qui vise l'étiologie de la maladie parodontale, à savoir le biofilm bactérien et les facteurs ainsi que les facteurs qui favorisent sa rétention. Donc, dans la pratique courante en parodontologie, l'importance de la chirurgie parodontale a fortement diminué ces dernières années. Pourquoi? Parce que avant, le praticien a négligé l'intérêt de l'hygiène bucco-dentaire, puisque pour le praticien, l'hygiène bucco-dentaire n'était pas la préoccupation essentielle pour le praticien, ce qui explique les récidives. Donc, à un moment donné, quand on est passé directement au traitement chirurgical, on avait remarqué qu'après la chirurgie, il y a une récidive de la maladie parodontale parce qu'on a ignoré à cette époque-là l'influence ou bien l'importance du biofilm bactérien dans la genèse des maladies parodontales. Ces dernières années, donc, de nombreuses études cliniques ont démontré que les traitements non chirurgicaux que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le surfaçage radiculaire, permettait dans de nombreux cas de résoudre les problèmes de la maladie parodontale. Donc, cet acte de chirurgie parodontale doit être toujours accompagné d'un contrôle parfait de la plaque bactérienne.
Pour la place de la chirurgie parodontale dans le plan de traitement de la maladie parodontale, donc la chirurgie parodontale est restée longtemps l'approche thérapeutique qui a été prépondérante dans les maladies parodontales, mais au cours de ces dernières années, suite à l'évolution bien sûr des concepts éthiopathogéniques des maladies parodontales et en raison de l'aspect invasif des traitements chirurgicaux, parce que c'est un traitement qui est invasif, d'autres traitements qui sont non chirurgicaux ou bien étiologiques se sont développés. Donc, ce traitement non chirurgical est destiné au contrôle de la plaque chez le patient, bien sûr avec c'est ce qu'on appelle la thérapeutique initiale, avec enseignement d'une technique d'hygiène orale qui va nécessiter bien sûr la coopération du patient, qui doit apprendre ces techniques, qui doit respecter les rendez-vous, qui doit assurer le contrôle de sa plaque. Donc, le traitement des mécaniques des différentes méthodes, par exemple l'instrumentation manuelle, un détartrage manuel, un détartrage aux ultrasons, sont associés bien sûr au traitement et même dans cette thérapeutique initiale, on peut prescrire des agents antibactériens qu'on a vu l'année passée, des antibiotiques et antiseptiques qui participent à l'élimination, à la désorganisation du biofilm bactérien. C'est ce qu'on appelle la désorganisation chimique du biofilm bactérien en association avec la désorganisation mécanique par le brossage dentaire et professionnel par le détartrage et le surfaçage radiculaire. Donc, l'objectif n'était pas l'élimination totale des bactéries de la cavité buccale, mais éliminer les bactéries qui sont parodontopathogènes. C'est-à-dire, on va laisser ce qu'on appelle la flore qui est compatible avec la santé parodontale, c'est-à-dire la flore commensale. On va juste éliminer les bactéries qui sont parodontopathogènes. Donc, cette élimination se fait par désorganisation mécanique, puis ou avec une désorganisation chimique par l'adjonction d'antimicrobiens et antiseptiques. Donc, après cette thérapeutique initiale qui vise à faire ce qu'on appelle l'étiologie de la maladie parodontale qui est le biofilm bactérien, on fait une phase de réévaluation, vient tout de suite la phase de réévaluation et durant laquelle on va revoir le patient après quelques semaines pour voir la qualité de son hygiène, est-ce qu'il a bien appris les techniques qu'on a enseignées durant la thérapeutique initiale, puis on va revérifier les paramètres cliniques, à savoir le saignement, l'indice de plaque, l'indice de mobilité et on évalue aussi la réponse tissulaire après la thérapeutique initiale. Est-ce qu'il y a une bonne cicatrisation? Est-ce qu'il y a disparition de l'inflammation ou pas? Si tout a disparu, c'est-à-dire que l'inflammation diminue, le saignement est diminué, l'indice de plaque est diminué, donc on peut passer directement à la phase comme ça, à la phase de la maintenance, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la thérapeutique parodontale de soutien qui consiste en des visites périodiques de contrôle et de motivation. Si, par exemple, il y a des poches parodontales qui sont persistantes après la phase à la phase de la réévaluation après thérapeutique initiale, un traitement complémentaire par chirurgie doit être établi. Et c'est à ce moment-là que vient le traitement chirurgical. S'il y a par exemple des poches parodontales qui sont résiduelles, qui sont supérieures à 5 mm, à ce moment-là, il y a indication d'un traitement chirurgical. Donc, vous voyez à peu près la place de la chirurgie parodontale dans le plan de traitement. Donc, nous allons voir maintenant quelles sont les différentes indications de la maladie, de la chirurgie parodontale dans le plan de traitement de la maladie parodontale. Alors, tout d'abord, on va voir quels sont les objectifs
Donc, quels sont les buts à atteindre par la chirurgie parodontale? Le premier objectif, c'est avoir un meilleur accès pour le surfaçage radiculaire. C'est-à-dire, quand vous faites un détartrage et un surfaçage radiculaire qui sont superficiels, des fois, quand il y a des poches parodontales qui sont associées à l'anatomie radiculaire, les concavités, etc., vous ne pouvez pas arriver à faire un détartrage à 100%, c'est-à-dire à enlever tout le tartre qui est en sous-gingival. À ce moment-là, on doit faire appel à des techniques chirurgicales qui nous permettent d'accéder aux racines dentaires pour faire un bon surfaçage radiculaire, soit à l'œil nu, c'est-à-dire on doit décliner un lambeau, on fait une incision, on met à nu les racines dentaires, c'est-à-dire on doit voir les racines dentaires et on fait un curetage. C'est comme si une surface sus-gingivale, et on fait soit à l'aveugle, on fait des incisions et on fait cureter parce que pour ne pas faire mal aux patients. C'est ce qu'on appelle avoir accès. C'est le cas de poche parodontale le plus important, c'est-à-dire quand la profondeur est supérieure, par exemple, à 5 mm, impossible d'assurer un nettoyage parfait des poches parodontales. D'où la nécessité de chirurgie parodontale, c'est ce qu'on appelle les lambeaux pour avoir accès à la racine dentaire et faire un détartrage, une désorganisation mécanique de la racine dentaire. Le deuxième objectif, c'est de faciliter le contrôle de plaques pratiqué par le patient. Faciliter, pourquoi faciliter? Parce que, en général, le patient, des fois, il trouve ce qu'on appelle des zones d'accès difficiles pour l'hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas assurer une bonne hygiène à certains endroits. Par exemple, certaines particularités gingivales empêchent un bon contrôle de plaques par le patient. Ces particularités gingivales doivent être corrigées par la chirurgie parodontale. Et ce sont en général les hyperplasies gingivales, ce qu'on appelle l'accroissement gingival. L'accroissement gingival est constitué ce qu'on appelle, il y a par la formation des pseudo-poches parodontales, il y a des rétentions de la plaque bactérienne que le patient ne peut pas éliminer à 100%. À ce moment-là, on fait appel aux techniques chirurgicales pour enlever ces hyperplasies gingivales, c'est ce qu'on appelle la gingivectomie. On va éliminer ce tissu gingival qui est en excès et qui empêche le patient d'assurer un bon contrôle de la plaque. Ça, c'est un objectif. Le troisième objectif, c'est de réduire la profondeur des poches parodontales. Si par exemple, au préalable, vous avez des poches parodontales qui sont supérieures à 5 mm, on essaye de réduire ou bien d'éliminer cette poche parodontale. Comme vous le savez, les poches parodontales contiennent des débris alimentaires, des cellules épithéliales desquamées, des leucocytes. Vous avez aussi des fois des poches purulentes, il y a des pus. Donc, quoi, on doit éliminer ces poches parodontales chirurgicalement pour éliminer tous ces effets nocifs, y compris les bactéries avec ces toxines qui exercent des effets néfastes sur les tissus parodontaux. Donc, l'objectif, le troisième, c'est de réduire la profondeur des poches parodontales. Quatrième objectif, c'est de contrôler l'inflammation et l'infection. Contrôler l'inflammation et l'infection, c'est-à-dire pour éliminer tout ce qui est inflammatoire et infectieux, surtout chez les patients qui sont à risque infectieux, parce que, comme vous savez, par la bactériémie, là, il y a risque de passage des bactéries de la poche parodontale vers la circulation sanguine et qui vont se greffer ailleurs, par exemple, dans le cœur, par exemple, ils vont aggraver une lésion cardiaque déjà préexistante. Par exemple, chez des patients qui sont diabétiques, donc, vous savez, la relation diabète-maladie parodontale, c'est une relation bidirectionnelle. Une inflammation aggrave un diabète et un diabète mal équilibré accentue les phénomènes inflammatoires observés chez le patient porteur d'une maladie parodontale. Donc, ça, c'est l'objectif de thérapeutique chirurgicale. Améliorer l'architecture gingivale et osseuse. Par exemple, vous avez
altération du contour gingival par un accroissement gingival. Donc là, on doit corriger le feston gingival, c'est-à-dire le report gingival. On doit lui donner une architecture compatible, physiologique, la plus physiologique possible et compatible avec la bonne hygiène. Et vous avez l'architecture aussi osseuse. Si vous avez des bords irréguliers, osseuses, la forme de la crête qui est irrégulière, on, on fait par exemple une ostéotomie. On fait des techniques par ostéotomie. On va éliminer chirurgicalement les irrégularités osseuses en essayant de redonner à l'os une architecture physiologique. Cinquième objectif, ou bien sixième objectif, c'est d'autoriser l'utilisation d'adjuvants thérapeutiques comme par exemple les matériaux de régénération. Les matériaux de régénération, par exemple, vous avez les greffons osseux ou bien vous avez les matériaux de comblement osseux qui contiennent par exemple les facteurs de croissance. C'est des techniques régénératrices qu'on va avoir dans les prochains cours, les régénératrices, donc vous ne pouvez pas les administrer comme ça, mais vous devez récliner un lambeau pour les injecter à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau osseux. Donc, ça, c'est un but. Et améliorer l'esthétique, par exemple, l'accroissement gingival, c'est inesthétique. Donc, le motif de consultation du patient est purement esthétique. À ce moment-là, la technique, la chirurgie parodontale intervient pour améliorer l'esthétique. Maintenant, nous allons voir quelles sont les différentes indications de la chirurgie parodontale, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut faire appel au traitement chirurgical de la maladie parodontale. Tout d'abord, vous avez la persistance de l'inflammation dans les zones de poche modérée à profonde. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre thérapeutique initiale avec motivation et détartrage du surfaçage radiculaire, et au cours de la phase de la réévaluation, vous avez remarqué qu'il y a persistance du saignement, vous avez la plaque, saignement soit provoqué ou bien un saignement spontané. Vous avez aussi la profondeur des poches parodontales qui n'a pas diminué ou bien qui a diminué de quelques millimètres seulement. À ce moment-là, on fait appel à technique chirurgicale de la poche. Les poches profondes où l'élimination complète des irritants locaux est impossible. C'est-à-dire si vous n'arrivez pas à assurer un bon détartrage, surtout dans les poches parodontales les plus profondes, nous devons faire un lambeau d'accès pour assurer un bon surfaçage. Les problèmes mucogingivaux, qu'est-ce que vous connaissez comme problème mucogingival? Par exemple, vous avez un frein à insertion gingivale ou bien papillaire qui s'insère par exemple au niveau de la papille interincisive supérieure et qui a l'origine de la persistance d'un diastème interincisif malgré le traitement orthodontique, c'est-à-dire ce frein à insertion papillaire ou bien interpapillaire empêche la fermeture de diastème. À ce moment-là, on doit faire ce qu'on appelle une phrénictomie. On doit éliminer ce frein chirurgicalement. Les contours osseux irréguliers et les cratères profonds. Vous avez des contours irréguliers, c'est-à-dire, je dis tout à l'heure qu'il y a des épines irritatives et qui font soit mal aux patients, là, on doit les éliminer chirurgicalement. Par exemple, vous êtes en prothèse totale et vous avez une crête édentée. Après extraction dentaire, la cicatrisation osseuse peut ne pas se faire normalement. Il y aura, après cicatrisation, ce qu'on appelle des épines irritatives et qui font mal pour le patient et qui font mal aux patients aussi après la mise en place ou bien la livraison des prothèses totales. À ce moment-là, on doit intervenir, c'est ce qu'on appelle une chirurgie parodontale pré-prothétique. Avant de faire une prothèse, on doit faire ce qu'on appelle une régularisation de la crête. La crête édentée, on fait des techniques chirurgicales, on fait une incision, on fait un décollement et on fait une petite ostéotomie pour éliminer les épines osseuses. Autre indication, ce sont les classes 2 et 3. Vous allez faire les lésions interradiculaires, les atteintes de furcation des dents pluriradiculaires, c'est-à-dire la présence de lises osseuses au niveau bien des poches parodontales au niveau des furcations. Pour les classes 2 et 3, ne peuvent pas être traités que seulement par un traitement non chirurgical, mais on doit faire appel à des techniques, ce qu'on appelle la technique de tunnelisation ou bien de hémisection.
Tunnelisation, c'est-à-dire vous allez créer un tunnel entre les deux racines pour assurer une bonne hygiène à cet endroit, c'est-à-dire vous allez passer, le patient peut passer des brosettes entre les deux racines des molaires ou bien les techniques de résection osseuse, ce qu'on appelle l'élimination d'une surface osseuse à l'entrée des bifurcations. Donc, ou bien vous avez une projection d'émail, c'est ce qu'on appelle les perles d'émail, qui sont des défauts anatomiques qui sont à l'entrée de la bifurcation et qui représentent un facteur prédisposition aux atteintes de bifurcation. Pourquoi? Parce qu'elles favorisent la rétention alimentaire à l'entrée des bifurcations, ce qui va donner une lésion parodontale au niveau des bifurcations des dents pluriradiculaires, c'est ce qu'on appelle les lésions interradiculaires. Donc là, il s'agit d'une chirurgie qui est résectrice. Et quand, par exemple, vous avez une atteinte de bifurcation, un stade plus important, on peut transformer, je vous l'ai expliqué l'année passée, on peut transformer la molaire, par exemple, surtout la molaire du bas, elle est de bon pronostic. On peut la transformer parce qu'elle contient une racine distale et une racine mesiale. On peut faire ce qu'on appelle une hémisection. On doit diviser la dent en deux parties. La racine mésiale avec sa partie coronaire et la racine distale avec sa partie coronaire. Puis, on va faire une coronoplastie et on va transformer cette molaire en deux prémolaires. On fait bien sûr après une prothèse, une partie supra, voilà, une prothèse fixée, c'est-à-dire on a transformé cette molaire en deux prémolaires, bien sûr en essayant de conserver la dent sur l'arcade. La dernière indication, c'est la préparation parodontale avant restauration dentaire, que ce soit par prothèse, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la chirurgie pré-prothétique. Il y a plusieurs indications de la chirurgie parodontale pré-prothétique, par exemple les freins et les brides qui empêchent la stabilité de la prothèse totale. On doit, ce qu'on appelle, on va enlever le frein ou bien le bride qui est à l'origine de la mal-insertion ou bien mal-rétention de la prothèse totale, ou bien la mal-stabilité. Et vous avez avant l'odontologie conservatrice, par exemple, vous avez une carie et vous avez une fracture en sous-gingivale. Et le spécialiste en odontologie conservatrice ne peut pas assurer une obturation ou bien en sous-gingivale. On doit ce qu'on appelle faire une chirurgie parodontale par élongation coronaire. On va faire un lambeau déplacé apicalement, on va faire une petite chirurgie, on va éliminer une petite hauteur osseuse pour conserver la hauteur de l'espace biologique et rendre la limite qui était la fracture en sous-gingivale, on va la rendre comme si elle est sus-gingivale pour pouvoir faire l'obturation ou bien la reconstitution complexe de la dent cariée ou bien fracturée. C'est ce qu'on appelle la chirurgie pré-prothétique ou bien avant la restauration en odontologie conservatrice. Les contre-indications maintenant. Pour les contre-indications, il y a des contre-indications qui sont absolues, c'est-à-dire on ne peut pas du tout faire la chirurgie parodontale. Il y a d'autres contre-indications qui sont relatives, c'est-à-dire juste elles sont temporaires jusqu'à trouver une solution ou bien on va temporiser. Je vais vous expliquer. Par exemple, la contre-indication absolue, c'est la non-coopération du patient. Un patient qui n'assure pas une bonne hygiène, qui n'est pas motivé, et vous serez sûr que ça va compromettre l'ensemble de la thérapeutique parodontale, quel que soit son stade. Il n'y aura pas de succès sans motivation de votre patient. Donc, ça constitue une contre-indication à la chirurgie parodontale. Ne réalisez pas de chirurgie parodontale chez un patient qui n'est pas motivé. C'est-à-dire, vous allez le motiver, faites la thérapeutique initiale et vous allez faire la réévaluation. C'est à la période de la réévaluation que vous allez décider. Vous ne pouvez pas décider du traitement chirurgical dès la première séance. Il faut toujours commencer par une thérapeutique initiale. La deuxième contre-indication, c'est le mauvais pronostic des dents. Si vous voyez que les dents ne sont pas conservables, il ne faut pas tenter de faire un traitement chirurgical. Des dents à mobilité, par exemple, terminale, axiale,
il ne faut pas tenter de faire, quel que soit le type de la chirurgie, il ne faut pas tenter de faire le traitement chirurgical. D'emblée, le traitement chirurgical est contre-indiqué. Les maladies cardiovasculaires constituent aussi, par exemple, les porteurs de prothèses valvulaires. La chirurgie parodontale, selon les recommandations de l'AXAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de la santé, celle de 2011, contre-indique, vous pouvez le consulter, il y a des techniques, ce qu'on appelle les actes indiqués, il est contre-indiqué chez les cardiopathes ou bien à risque infectieux. Donc, la chirurgie parodontale, vous allez la retrouver parmi les contre-indications chez les patients porteurs de maladies ou bien de prothèses valvulaires. Les troubles hématologiques, comme par exemple la leucémie aiguë, la granulocytose, l'infogranulocytose, les hémophilies, les purpura thrombocyteurs, toutes ces atteintes hématologiques constituent des contre-indications pour la chirurgie parodontale. Vous avez aussi les patients qui ont des cancers de la sphère orofaciale et qui sont traités soit par radiothérapie cervico-faciale ou bien chimiothérapie. Là, la chirurgie parodontale, elle est contre-indiquée. Les troubles hormonaux, par exemple le diabète mal équilibré, constitue une contre-indication qui n'est pas absolue, mais plutôt relative. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord avec le médecin ou bien l'endocrinologue traitant pour l'équilibre glycémique. Une fois son diabète équilibré, on peut le prendre en charge le plus normalement possible. Les troubles, par exemple, vous avez le diabète, pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de cicatrisation. Et surtout, quand il y a un mauvais contrôle de glycémique, il y a des retentissements, donc il y aura un retard de cicatrisation. Les troubles, la grossesse, surtout dans le premier, le deuxième, le troisième dernier trimestre, là, la chirurgie parodontale est formellement contre-indiquée. Les troubles neurologiques, les troubles neurologiques, par exemple les épileptiques, la sclérose en plaques, ou bien la maladie de Parkinson sont des contre-indications à la chirurgie parodontale. Maintenant, nous allons voir quelles sont les techniques, la classification des techniques chirurgicales. Donc, au fil du temps, il y avait plusieurs techniques chirurgicales, plusieurs classifications pour les techniques chirurgicales par rapport à l'association, par exemple à l'objectif. Maintenant, ici, j'ai retenu celle de la technique, c'est-à-dire la visée, l'objectif. Tout d'abord, on a la chirurgie de la poche, on a la chirurgie régénératrice et on a la chirurgie muco-gingivale, ce qu'on appelle actuellement la chirurgie plastique parodontale. La chirurgie de la poche parodontale, donc vous avez la gingivectomie, qui est la technique chirurgicale qui était la plus ancienne, et c'était la technique chirurgicale les plus anciennes pour le traitement des maladies parodontales. Donc, toutes les maladies parodontales avant étaient chirurgicalement traitées par gingivectomie. Vous avez aussi le curetage qui consiste en un raclage de la paroi molle de la poche parodontale et la paroi dure dentaire en même temps. Ce curetage peut être soit à l'aveugle, c'est-à-dire c'est comme si un détartrage sous-gingival mais doit être sous anesthésie. Et vous avez le curetage à ciel ouvert, c'est-à-dire vous allez faire une réclinaison d'un lambeau et vous allez voir à l'œil nu la racine dentaire et à ce moment-là, vous allez la cureter. C'est ce qu'on appelle le lambeau actuellement, le lambeau d'accès. Et vous avez la résection osseuse. On ne peut pas réséquer l'os sans faire un lambeau. Donc, le lambeau est associé à la résection osseuse, c'est-à-dire à la fraise, on va éliminer une partie de l'os. Pour les techniques régénératrices, nous avons tout d'abord la régénération tissulaire et osseuse guidée qui consiste à utiliser une membrane, à récliner un lambeau et interposer une membrane qui doit être soit résorbable ou non résorbable et qui contient ou non un matériau de substitution osseuse et qui va s'interposer entre la surface, les tissus mous et
la surface dentaire. Donc, l'objectif de cette technique de régénération ou bien utilisant la membrane, c'est cette membrane qui va servir d'obstacle ou bien de barrière contre la colonisation de la surface dentaire par les tissus ou bien par les cellules épithéliales de la gencive. Donc, cette barrière, elle va empêcher la colonisation de la surface radiculaire par les cellules épithéliales gingivales. Ça, c'est le principe de la régénération tissulaire guidée que vous allez faire dans les techniques chirurgicales régénératrices dans vos prochains cours. La régénération tissulaire induite, c'est à peu près la même chose, mais cela consiste à utiliser ce qu'on appelle des cellules qui sont génératrices. Par exemple, vous avez des ostéoblastes, des amyloblastes, donc c'est des matériaux qui sont synthétiques et qu'on doit injecter à l'intérieur. Donc le but, c'est là, c'est pas la cicatrisation par réparation, mais par régénération, c'est-à-dire qu'on va régénérer les cellules formatrices de l'os et des, voilà, osseuses et cémentoblastes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un néo-sément et un néo-os, c'est-à-dire un nouvel os et un nouveau sément sur la racine dentaire. C'est ce qu'on appelle la régénération. Les techniques de comblement, un comblement soit par un matériau qui est synthétique, c'est ce qu'on appelle le bio-os, soit à un matériau par des greffes autogènes, c'est ce qu'on appelle les greffes osseuses. Pour la greffe osseuse, vous avez les greffes autogènes et vous avez les greffes synthétiques de l'os bio-os et vous avez les greffes hétérogènes. Donc, pour le greffe de l'os autogène, c'est le matériau pour la greffe osseuse de choix parce que le patient lui-même est donneur et receveur en même temps. C'est-à-dire, vous allez prélever dans une région de la cavité buccale d'un patient et vous allez la greffer dans la partie. L'avantage, c'est la cicatrisation, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire l'histocompatibilité. C'est-à-dire le patient, il est donneur et receveur en même temps. Par exemple, vous avez une dent de sagesse à extraire. Quand vous faites l'extraction en même temps, vous allez faire la chirurgie de comblement osseux et de greffe osseuse en même temps. Vous allez prélever l'os alvéolaire de la dent de sagesse que vous avez extrait sur le cou et vous allez le mettre directement au niveau du sud, là où il y a un défaut osseux parodontal, une lisse osseuse qui est angulaire, qui constitue bien sûr le pronostic le plus favorable, c'est-à-dire des lésions angulaires. Et en dernier type, vous avez la technique, j'ai mis technique combinée, c'est-à-dire c'est des techniques régénératrices à part, mais il y a possibilité de les combiner. Par exemple, on peut avoir une régénération tissulaire guidée qui est accompagnée avec une greffe osseuse ou bien un comblement. Donc, vous pouvez les utiliser seuls ou bien associés. La chirurgie muco-gingivale. Par exemple, ici, on peut associer un lambeau d'accès avec une résection osseuse. C'est-à-dire, quand je fais un lambeau, soit je fais seulement un détartrage surfaçage, après je fais des sutures, je le remets en place et fais du suture, soit j'associe une résection osseuse s'il y a nécessité, s'il y a indication. Donc, il y a possibilité d'associer les différentes techniques chirurgicales entre elles. La chirurgie mucogingivale, c'est ce qu'on appelle la chirurgie plastique parodontale. Pourquoi plastique? La plastie, parce qu'on va utiliser des lambeaux. Vous avez la chirurgie plastique, comme par exemple, vous avez esthétique du visage et tout. Quand il y a des brûlures et tout, on fait ce qu'on appelle la chirurgie maxillofaciale plastique. La chirurgie plastique, il y a une spécialité médicale. C'est la même chose. On a retrouvé qu'en parodontologie, il y a aussi la chirurgie plastique. Par exemple, on va prélever de la gencive, c'est ce qu'on appelle les greffes gingivales. On va manipuler des lambeaux et on va manipuler des greffons gingivaux. Donc, on va prélever de la gencive à un endroit, par exemple au niveau du palais, et on va la greffer au niveau d'une surface où il y a une récision gingivale pour le recouvrement radiculaire. C'est ce qu'on appelle la chirurgie, la plastie, ou bien la chirurgie parodontale plastique. Maintenant, on va passer
à l'instrumentation. Quel est le matériel utilisé? Donc, vous aurez besoin d'un plateau standard qui contient une précelle, un miroir, une sonde exploratrice, une sonde parodontale graduée, des seringues à anesthésier et des canules d'aspiration pour le confort du patient qui va aspirer la salive et le sang, etc. pour éviter qu'à chaque fois le patient il va cracher. Le confort pour le patient et pour le praticien. Le bistouri, vous avez des bistouris avec différentes lames. Vous avez la 11, la 12, la 15 et la 15C. Par exemple, si je passe ici, vous avez, voilà le bistouri. Ça, c'est le manche du bistouri. Vous avez les lames, si vous voyez ici, ce sont les lames à bistouri qui ont différents diamètres et formes. C'est ce qu'on appelle des lames à bistouri qui sont jetables, les lames. Mais le bistouri, le manche, il est à stériliser, à conserver. Vous allez le monter ici, la lame. Donc, vous avez la lame, par exemple, ici, vous avez ça, c'est une lame 15. Vous avez, c'est une lame 15, celle-là, c'est une lame 12. Et ça, c'est une lame 15C. C'est-à-dire, elle a cette forme ici. Donc, chaque lame a une indication en chirurgie spécifique. Là, si vous voyez ici, c'est un ciseau à la gencive. C'est un castroville aussi, le porte-fil, l'aiguille. Voilà, pour la suture, vous allez le prélever. Ça, c'est une précelle à griffe. Elle est utilisée pour la manipulation des lambeaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le bistouri d'Orbon et le Kirkland. Ça, c'est le Kirkland. C'est deux bistouris. Ça, ce qu'on appelle les bistouris à lame et ce sont des bistouris chirurgicaux. On les utilise les deux, le Kirkland, et on les utilise pour les techniques de gingivectomie que vous allez faire le cours de la gingivectomie, gingivoplastie. Donc, vous avez utilisé. Donc, ils sont coupants aussi. Donc, pour la gingivectomie, on utilise des lames pour l'incision principale. Après, pour la plastie, on utilise le Kirkland et le bistouri